Nous, les clients, c'est la classe moyenne dans des villes de taille moyenne. Donc en gros, on a commencé à Valenciennes. En fait, c'est des familles de classe moyenne. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on faisait des enquêtes clients, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez. Les gens parlaient de bio, parlaient de local, etc. Et ce qu'on voit, ce qui se vend, c'est pas le bio, c'est pas le local, c'est le moins cher. Donc c'est la promo, la MDD et les prix moins chers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on s'est lancé à Valenciennes, on voulait absolument des produits locaux. Donc on a trouvé une bière qui s'appelle la Valenciennoise. Et ça faisait partie de notre lancement, on était hyper fiers de ça. En interne, on l'adorait, et en fait, on en a vendu aucune. Alors qu'en fait, on vendait beaucoup de Heineken, et parce que c'est les bières pas chères, quoi, que tout le monde connaît. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Avec la disparition des géants du quick commerce, géants par les montants levés, entendons-nous bien, les acteurs restants de la livraison de courses semblent se diriger vers des approches économiques beaucoup plus viables. Et parmi eux, il existe Picnic, le supermarché à domicile d'origine néerlandaise. Et c'est un nom qui compte déjà, écoutez ces quelques chiffres, 1,25 milliard d'euros de CA en 2023, presque 2 millions de commandes par mois sur 3 pays, Pays-Bas, Allemagne et France, 355 millions d'euros levés début 2024. La France est le 3e pays par sa taille pour Picnic, mais les ambitions y sont fortes. Forte, oui, mais pas à n'importe quel prix, vous allez le découvrir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Grégoire Bourgholtz, directeur des opérations pour Picnic en France. Avec mon invité, nous allons parler du marché, bien sûr, et ici, il s'agit bien sûr de celui de la distribution de courses alimentaires. Et vous le savez pertinemment, celui-ci se trouve dans une conjoncture pour le moins complexe. Puis nous irons sur la proposition de valeur de Picnic pour comprendre comment l'entreprise règle et affine son modèle économique pour être rentable. Et bien sûr aussi pour connaître les moyens et les plans de développement en France de Picnic. Enfin, nous ferons notre habituel focus sur la relation client, data, CRM, acquisition, fidélisation, bref. Comment Picnic fait-il ou fait-elle, je ne sais pas comment il faut le dire, pour parler à ses consommateurs. Mais avant de commencer, Grégoire, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, ravi d'être ici. Donc Grégoire Bourgholtz, j'ai 37 ans, je vis à Paris dans le 18e. Je suis de retour en France depuis à peu près 2 ans, après m'être éloigné pendant une douzaine d'années. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans le Nord, où j'ai fait une prépa HEC. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon, avec des stages assez classiques en fonds d'investissement et dans cursus très classique jusqu'à la fin de mes études. Et à la fin de mes études, en revanche, je suis parti dans l'humanitaire pour faire mon stage de fin d'études. Fin d'études, c'est quelle année à peu près ? C'était en 2012. 2012. Donc je cherche, je suis en... Pas dans la finance, tu cherches pas dans la finance en Non, stage ? j'étais en semestre à Shanghai, je voulais rester dans un pays émergent. À ce moment-là, il y avait Rocket Internet qui se développait, qui créait des boîtes partout en Afrique. Et donc j'ai postulé pour Rocket au Nigeria pour lancer un eBay là-bas et pour une ONG qui s'appelle Acted en Ouganda.
Et, Pourquoi en Afrique? Bon, je vais revenir 6 mois en avant du coup. Ouais, vas-y. J'avais pris, en fait, donc quand j'avais fait mon stage en fonds d'investissement, j'aimais la finance, je trouvais ça intéressant. Mais après avoir travaillé sur la finance d'entreprise, je me suis dit que j'avais envie de faire du trading, donc trading de cacao ou trading de café, dans les matières premières. Et donc j'ai contacté des gens qui faisaient ça sur LinkedIn. Et je suis allé voyager en Afrique de l'Est pendant presque 2 mois, entre l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, Burundi, Rwanda. Et c'était un voyage classique, mais j'ai rencontré des gens qui faisaient ce métier-là. Ce métier de trading? De trading de matières premières, ouais. Et en fait, j'ai rencontré des gens très sympas, mais je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. C'était des gens qui étaient dans des tours à Nairobi et qui finalement travaillaient sur des Google Sheets là-bas. Et c'était pas, j'avais peut-être T'avais l'image une vision plus romantique de me dire que j'allais sélectionner les producteurs, etc. Et c'est pas ce que j'ai trouvé. En revanche, j'ai trouvé des gens qui faisaient complètement autre chose, qui bossaient dans des camps de réfugiés en Somalie, qui étaient en vacances à Addis Abeba en Éthiopie, qui m'ont raconté ce qu'ils faisaient, donc de l'approvisionnement de nourriture dans les camps, etc. J'ai trouvé ça assez exceptionnel en fait. Après, mais je suis reparti en Europe, je suis parti étudier à Shanghai, et à la fin je me suis dit en fait j'ai adoré mon voyage en Afrique, j'ai envie de rester dans des pays émergents, essayons, l'Afrique c'est le continent émergent quoi, j'ai envie de rester là-dedans. Et je gardais en tête en fait les personnes que j'avais rencontrées et qui bossaient en Somalie et qui faisaient quelque chose dont j'avais aucune idée en fait. Et donc j'ai postulé pour ça dans ce stage chez l'ONG Acted, une ONG française, et pour Rocket en même temps pour rester un peu dans le business, etc. Finalement l'ONG m'a répondu en premier et je me suis dit bon c'est un stage de 6 mois, partons en Ouganda quoi. Et Acted c'est une ONG qui fait quoi? Quelle est sa mission? Et après quelle est la tienne quand tu pars en stage là-bas? Donc c'est une ONG généraliste, donc c'est une grosse ONG qui est présente dans une 50aine de pays françaises. Donc généraliste, ça veut dire qu'ils font pas que de la nutrition ou que de l'éducation ou que de la santé, ils font un peu de tout ça en fonction des besoins. Donc par exemple en Ouganda, la guerre venait de se terminer, donc c'était surtout de la reconstruction. Donc on créait des routes, on recréait des puits, on construit des écoles, on faisait pour le coup de l'éducation, mais on faisait pas de santé du tout. Et après j'ai travaillé avec eux au Sud-Soudan où c'était la guerre, donc là on faisait surtout de la distribution d'eau, de nourriture, etc. Et ça c'était pendant ton stage de 6 mois? Non, donc dans mon stage de 6 mois, donc j'étais en finance parce que c'est ce que j'avais fait, et donc un peu en contrôle de gestion et en logistique. Et donc j'accompagnais les équipes dans le nord du pays, dans une ville qui s'appelle Gulu, donc même pas à Kampala, la capitale, j'étais un peu au milieu de nulle part, et j'étais là pour revoir les comptes, pour aider à structurer la façon dont on travaillait, pour scaler les opérations, etc. À la fin de mon stage de 6 mois, d'ailleurs, que j'ai eu un petit contrat après, j'y suis resté 8 mois, j'ai adoré, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas envie de retourner faire autre chose. Acted m'a proposé d'aller au Tchad, et finalement, donc après, pour continuer une mission similaire, pour faire la même chose, mais sans la finance. Donc plutôt pour rester dans les opérations, donc de l'approvisionnement, de la distribution, etc. Finalement, au fond, assez similaire à ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, je me suis spécialisé là-dedans, dans les opérations. À la fin de mon contrat au Tchad, qui a pareil duré entre 6 mois et 1 an, il y a eu un gros typhon qui a eu lieu à... Ça, on est en quelle année là? Là, on est en 2013. Donc ça fait à peu près 1 an que je travaille. Il y a eu un typhon aux Philippines. Je finis mon contrat au Tchad. Le jour du typhon, je passe au siège à Paris pour débriefer, etc. Ils cherchent des gens pour partir. Et je suis reparti le lendemain faire une... donc j'ai pris l'avion, on les voyait à la télé en fait, les avions qui arrivaient là-bas, ils avaient tout fermé, c'était un carnage pas possible, et je suis allé là pour faire des distributions alimentaires, donc c'était des distributions assez hallucinantes en fait. On louait des camions, on avait de la nourriture qui venait des Nations Unies, du Programme alimentaire mondial, et tous les jours on livrait de la nourriture entre 20 et 50 000 personnes dans des villages comme ça, dans des villes aux Philippines. Aux Philippines. Ouais. Quand tu arrives, ça en fait tu découvres comment faut faire, non? Ouais, après je faisais ça à un rythme moins soutenu en fait en Ouganda, un peu plus soutenu au Tchad parce qu'il y avait aussi des conflits là-bas, et finalement donc ouais, c'est juste que ça devient beaucoup plus intense, et par exemple il y avait plus d'eau, donc il y avait que de l'eau en bouteille, et quand l'approvisionnement en eau n'arrivait pas, on buvait moins quoi. Donc j'ai appris ce qu'était vraiment l'urgence humanitaire, mais pareil avec une adrénaline folle, à devoir apprendre hyper rapidement, etc. Et donc là, il y a l'étiquette, je commence à coller sur mon front l'étiquette urgentiste. Donc en gros, je peux travailler dans des
je suis adaptable et je peux faire je peux arriver dans des missions et lancer des opérations à partir de rien du tout. Ça, c'est Acted qui identifie que tu as ce profil-là. Et moi qui me rends compte que j'aime bien faire ça, quoi. Mais c'est vrai que quand les gens, il y a un peu deux types de profils. Il y a les gens qui restent très longtemps au même endroit et qui sont promus dans ces endroits-là. Et moi, c'était plutôt passer d'un endroit à l'autre et être promu, mais pour à partir de petits contrats. Je rentre des Philippines. Combien de temps tu restes là-bas ? C'était à peu près 2 mois. Et là, la guerre au Sud-Soudan commence. Et il me demande pareil, est-ce que tu peux y aller ? J'y suis allé. Donc pareil, 2 mois pour lancer des opérations au milieu du pays, donc à Minkaman, qui est une petite ville, mais qui est devenue connue à un moment parce qu'il y a énormément de déplacés internes qui ont été déplacés par des conflits là-bas. Donc pareil, là j'y vais pendant 1 mois et demi, en attendant mon visa pour aller au Soudan, donc pour aller au Darfour. Donc c'est pas le même pays, Sud-Soudan et Soudan du Nord. Donc là je vais au Darfour pour fermer les opérations pour le coup, donc pareil, hyper compliqué avec Dans un contexte comme celui-là, il y a un danger pour toi au milieu de la guerre. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que tu vois des horreurs ? Comment tu vis tout ça ? C'est plein de questions différentes. Déjà c'est des organisations, donc Acted ou les autres, ou par exemple Médecins sans frontières, etc., qui sont très habitués à opérer dans ces endroits-là. Donc en fait on prend relativement peu de risques. Donc par exemple, en fonction du contexte, on va avoir une voiture blindée si on sait qu'il y a des attaques sur des véhicules, ou alors on va avoir un bunker à l'intérieur de la maison si on sait qu'on peut se faire attaquer, parce que c'est pas les mêmes risques partout. Et il n'y a pas des risques par exemple de kidnapping partout, donc on n'est pas obligé de trouver des mesures contre les kidnappings par exemple, je sais pas moi, aux Philippines. Et donc finalement on prend peu de risques, donc les mouvements sont très limités, on fait des études pour regarder si la situation sécuritaire est suffisante, est-ce qu'on a besoin d'avoir un couvre-feu, et la réponse est souvent oui d'ailleurs. Au Sud-Soudan je pense que mon couvre-feu était à 18h, peut-être 17h, un peu comme vous pour le Covid, mais moi c'était ce que je faisais depuis 10 ans. Mais ceci étant donc déjà, on sait qu'on est dans un endroit qui est aussi sécurisé que possible, mais ceci étant dit, avant que j'arrive à Minkaman au Sud-Soudan, la personne qui avait fait l'évaluation sécuritaire s'était fait kidnapper. Donc je le savais, je savais que lui, il était en train de se faire évacuer vers le jour où je suis arrivé depuis Paris. Lui, il arrivait de Minkaman en hélicoptère, où il s'était fait libérer. Et donc son débrief a été avec moi, qui me faisait briefer par un gars qui venait de se faire kidnapper. Ils avaient sûrement fait une erreur, à mon avis. Ils étaient allés alors qu'ils n'auraient pas dû y aller. Donc finalement on en a parlé. Là, t'as peur un peu ou pas là ? Ouais, oui, et c'était aussi la première fois que j'arrivais au milieu d'une guerre. La guerre était partout, quoi. C'était vraiment alors que quand j'étais au Tchad, il y avait des conflits qui étaient plutôt à la frontière, etc. Mais quand on était dans la capitale, à Djamena par exemple, c'était pas dangereux du tout. Donc là c'était la première fois, mais non, je pense que je faisais plutôt confiance à l'organisation. En fait, je me disais... malgré le fait qu'il y ait un mec qui a été kidnappé, celui que tu remplaçais, bon. Mais ça allait, ça allait. Je me disais que c'était... Quand tu constates la réalité sur le terrain et que tu dois être opérationnel, tu dois gérer des opérations, dans une réalité de guerre comme celle-là, on voit des choses difficiles, on vit des situations difficiles. Oui. Après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de ma carrière, de ma carrière dans l'humanitaire, j'étais de moins en moins près des opérations. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est au début de ma carrière que j'ai vu les choses les plus dures, parce que j'étais sur le terrain beaucoup plus, et alors que j'étais sûrement moins armé pour le voir, quoi. Et à la fin, quand j'étais directeur ou chef de mission des ONG dans lesquelles je travaillais, là j'étais plutôt en chemise à trouver de l'argent, quoi. Donc, alors que là j'avais beaucoup plus d'expérience et j'étais sûrement moins armé pour ça. Mais oui, je dirais que oui, il y a des choses difficiles. Par exemple, pendant ce contrat-là au Sud-Soudan, on faisait encore une fois de la livraison, de la distribution de nourriture. Et je me souviens d'une dame qui était dans la queue, elle était enceinte et elle a préféré elle a commencé à accoucher dans la file d'attente avant de recevoir ses peut-être 10 kilos de blé ou de riz pour pas perdre sa place. Et donc là on se rend compte qu'on aide les bonnes personnes, hein, quand on a des gens comme ça qui pour 10, 15, 20 euros accouchent debout dans le désert, quoi, dans une file d'attente.
Et donc oui, il y a des choses comme ça qui sont assez choquantes, où il y avait souvent des gens qui se faisaient tuer, soit dans le personnel, soit des gens qui connaissaient notre personnel, etc. Donc oui, c'est la guerre, quoi. Ouais. Tu fais cette expérience humanitaire durant combien de temps? Pendant une petite dizaine d'années, entre 9 et 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens de c'est une expérience qui est unique, il y a peu de personnes qui vivent ça, à mon avis, ça a marqué ta personnalité pour toujours. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, à la fois professionnellement, mais aussi personnellement, parce que on ne ressort pas insensible face à toutes ces misères et ces difficultés qu'on voit. Ouais. Pas mal de choses. Déjà, je pense qu'on parle beaucoup du fait que, par exemple, Donald Trump a arrêté de financer une partie des Nations Unies, etc., parce que c'est cher, parce que c'est inefficace, etc., ce qui est d'une certaine manière assez vrai. On travaille, les ONG ou les Nations Unies, les agences qui travaillent en urgence, travaillent dans les endroits les plus difficiles sur Terre, quoi. Donc c'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai qu'il y a du monde, il faut des gens compétents pour le faire, donc des gens qui coûtent cher aussi. Mais ça reste très nécessaire, et quand on reprend l'exemple de la femme qui accouche devant l'entrepôt, c'est des gens qui finalement, si on les aide pas, ils meurent. Et donc c'est aussi simple que ça. Et peut-être de façon générale par rapport à ce qui se passe en Europe, c'était un slogan du HCR, donc de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui disait personne ne choisit de quitter sa maison. Et je pense que parfois on l'oublie un peu en Europe, et c'est bien. Enfin, moi, ça m'a permis de me rendre compte que finalement une femme afghane ou moi, j'ai pas choisi d'être né homme en France, et elle a pas choisi d'être née femme en Afghanistan, et ça permet d'avoir plus d'empathie, je pense. D'un point de vue pro, c'est quoi parce que t'as été dans les opérations, c'est quoi les sujets les plus marquants ou les plus complexes ou les challenges les plus difficiles que tu as eu à résoudre? Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que tout ce qu'on fait là-bas est assez simple. Donc en fait, faire par exemple une distribution de nourriture pour 5000 personnes en Afghanistan, c'est relativement simple. On achète la nourriture, on embauche 30 personnes et on livre, et on distribue pendant une semaine aux gens qu'on a identifiés, etc. Donc chaque étape est très simple. Ce qui est difficile, c'est de faire ça au milieu des bombes, avec les talibans et l'État islamique et les États-Unis qui se battent à côté, de savoir quand est-ce qu'on peut le faire, de savoir est-ce qu'on va pouvoir le faire, est-ce qu'il va neiger ce jour-là, est-ce qu'il va faire à l'inverse 45 degrés, donc on ne pourra pas le faire. Donc c'est ça qui est très compliqué. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'avoir aucune routine et de savoir que sur un programme qui doit durer 1 an, finalement, dans l'année, il va peut-être y avoir que quelques semaines où on va pouvoir travailler normalement. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes entretiens pour Picnic, j'étais à Kaboul, et un des entretiens, donc à chaque fois je faisais un entretien avec quelqu'un et je débriefais avec la recruteuse, et donc qui s'appelait Nikki, et donc Nikki me disait comment ça va, etc. Et pendant un des entretiens, donc ça faisait 3-4 fois qu'on se parlait parce qu'il y avait beaucoup de tours, elle m'a dit comment vas-tu, et je lui ai dit là désolé, en fait on a une partie de l'équipe qui a été kidnappée, donc moi je gérais ça en tant que responsable de la cellule de crise, mais j'étais pas sur place. Je dis on a quelqu'un qui a été, on a 3 personnes qui ont été kidnappées, donc si je raccroche, je te préviens juste en fait. Si je raccroche, c'est pas grave, mais on se rappelle après. Et elle a halluciné en se disant mais en fait c'est fou, c'est fou, t'es en train de gérer ça, alors qu'en fait je le gère de façon assez passive en fait. J'étais chef de mission, donc j'étais responsable des gens, mais au fond c'était pas moi qui négociais avec les talibans pour qu'ils nous rendent les gens de nos équipes, quoi. Donc c'est vrai que ça rend flexible, je pense, ouais. Ça veut dire aussi que... Alors attends, on va y revenir, merci pour... J'ai 10 000 questions, on va pas faire un podcast uniquement là-dessus. Mais quand même, j'imagine volontiers, et je pense que tous ceux qui t'écoutent imaginent volontiers un peu le contexte dans lequel tu es. Ça permet de relativiser beaucoup de choses, non ? Comment tu vis finalement pendant cette période-là, quand tu es sur les opérations, les terrains, sur le terrain en fait, à gérer tes opérations? Tu ressens un décalage avec ta famille, tes amis qui sont restés en France ou en Europe? Comment tu vois les choses?
Pas vraiment. En fait, j'ai toujours je suis très proche de ma famille, j'ai toujours gardé de très bons groupes d'amis en fait, et une des choses qui est bien dans ce secteur, et je pense que c'est assez nécessaire, c'est qu'on est obligé de prendre des vacances toutes les 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines. Donc, et moi, très souvent, je rentrais à Paris. Et résultat, je me suis jamais désociabilisé, je me suis jamais éloigné de mes amis, donc j'en parlais, j'envoyais des longs mails. Et ce qui était assez intéressant et parfois assez frustrant d'ailleurs sur les mails que j'envoyais, c'est que je racontais parfois des belles histoires, parce que parfois il y a aussi des belles histoires des fermiers ou des agriculteurs qu'on a aidés et qui maintenant arrivent à s'en sortir, etc. Mais j'avais le malheur d'avoir mis le mot enfant soldat une fois dans le mail, et tout le monde disait alors raconte-moi les enfants soldats, alors que finalement mon mail n'était pas du tout là-dessus. Et donc c'est vrai que le décalage était plutôt sur le fait que les gens en général ont aucune idée de comment ça se passe là-bas, et finalement même dans un pays en guerre, il y a des gens, des familles qui vivent, qui sont heureux parfois, qui font un déjeuner ensemble un dimanche et ça se passe bien, et ça c'était très sympa de le raconter aussi. Mais les gens se souviennent des kalash et des kidnappings, quoi. Mais donc je dirais que c'est plus ça. Après, je pense que c'était plus dur, honnêtement, surtout ma sœur et ma mère, que pour moi. Moi, j'adorais ce que je faisais. J'étais avec des gens super là-bas. J'étais sans forcément avoir une mission d'ailleurs. Je pense que j'ai jamais suivi ça pour des. Je trouvais que c'était bien qu'il y ait des externalités positives à mon action, mais j'ai jamais fait ça. Tu ne te sentais pas investi d'une mission? Pas vraiment. Qu'est-ce qui a motivé finalement ta réflexion à dire je vais rentrer en France ou en Europe et je vais m'établir dans une suite professionnelle plus classique? Oui, donc j'étais avec ma partenaire actuelle au Congo. Ça faisait presque 3 ans que j'y étais. Donc elle est néerlandaise, je suis français. Elle travaillait pour les Nations Unies au Congo, pour la mission en gros les casques bleus là-bas, et elle travaillait et d'ailleurs toujours en égalité, sur les programmes d'égalité hommes-femmes. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. J'étais plus facilement employable qu'elle, et donc on s'est dit vas-y, mais pas partout. Donc en fait j'avais un CV assez fort sur les urgences humanitaires, donc en gros sur des pays en guerre, et donc on s'est dit tu postules dans les pays dans lesquels je suis employable, donc la Syrie, le Yémen, l'Afghanistan, la Somalie, etc. En gros que des pays en guerre où finalement je peux te suivre très facilement. Et finalement en fait elle a trouvé un boulot au ministère de l'éducation, en gros des affaires étrangères aux Pays-Bas, à La Haye. Et donc on s'est dit je t'ai dit que je te suivais, je te suis. Et en revanche à ce moment-là j'étais en Afghanistan, et en fait ce qui était assez intéressant, c'est que en fait, moi, ce que j'adorais là-dedans, c'était le fait d'être en Afghanistan ou d'être en Centrafrique ou d'être au Congo, mais pas forcément d'envoyer des mails à l'Afghanistan, quoi. Donc, je me voyais pas travailler dans un siège, ou je me voyais pas travailler pour les Nations Unies, qui était c'était une trop grosse structure. Et donc, je me suis dit, retournons à mes premiers amours, retournons j'ai envie de rebosser dans le privé. Donc, j'ai parlé avec des gens avec qui j'étais en prépa ou en école, qui étaient plus ou moins dans les RH, soit chasseurs de tête ou autres, pour les aider à refaire mon CV, par exemple, parce qu'il comme dans tous les secteurs, il y a un jargon qui est très propre à l'humanitaire. Je voulais pas qu'on me prenne pour Kouchner qui portait des sacs de riz, alors que je gérais des énormes budgets, des équipes de 500 personnes. Mais ça se voyait pas forcément sur mon CV, donc ils m'ont aidé à faire ça. Et d'ailleurs merci à Henri de Lergeril qui m'a beaucoup aidé, et qui est le fondateur de Avisio, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc une fois que c'était fait, je savais toujours pas à quel niveau je devais postuler. Donc j'ai refait mon CV, j'ai postulé pour 5 entreprises aux Pays-Bas, un en tant que CEO, un COO, un mid-management, un assistant et un chauffeur, quoi. Enfin vraiment, je savais pas du tout ce que je pouvais faire, et finalement il y en a que 2 qui m'ont répondu. C'était le 3 et 4. Donc en gros assistant et moyen. Et Picnic faisait partie était le 3e, donc c'était pour être responsable dans un entrepôt, même pas chef d'entrepôt, mais responsable dans un entrepôt. Et donc je parle avec Niki, dont je parlais tout à l'heure, et qui me dit l'entretien se passe super bien, et on se rend compte tous les deux en fait que je peux faire sûrement un peu plus que ce pourquoi j'ai postulé, qui était de l'amélioration continue dans un des entrepôts de Picnic aux Pays-Bas. Donc finalement ce que je savais pas du tout, c'est que Picnic cherchait à créer une équipe de cofondateurs sur la France. Et donc j'ai travaillé à la personne mon entretien d'après, au lieu d'être avec le chef d'entrepôt d'Utrecht aux Pays-Bas, c'était avec la personne qui créait son équipe pour lancer la France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ils ont apprécié parce que j'imagine que tu parles néerlandais, non ? Maintenant oui. Je pense que
Je sais pas exactement ce qu'ils ont apprécié. En vrai, au début, je pense que ce qui était assez intéressant, c'est que j'ai postulé pour un poste où ils cherchaient beaucoup de monde. En fait, ils cherchaient 5, ça s'appelait Operations Manager, je pense, ou même peut-être qu'ils en cherchaient 15 parce que c'était au moment de l'expansion aux Pays-Bas. Et je pense que ce qu'ils se sont dit, enfin je sais ce qu'ils se sont dit, c'est genre finalement si on le prend et que ça se passe mal, c'est pas très grave. Enfin parce qu'on en aura 15, etc. Et finalement, de fil en aiguille, en parlant avec la moitié de la terre de chez Picnic, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai fit et que j'avais pas juste porté des sacs de riz en Afrique, quoi. Et finalement, on s'est lancé sur la France ensemble, quoi. Aujourd'hui, tu habites en France ? J'habite à Paris depuis 2 ans, mais pendant 1 an et demi, j'ai fait des allers-retours entre Utrecht et Valenciennes et Lille, qui sont les endroits où on s'est lancé avec Picnic. Bon, et ben écoute, merci pour ce parcours. On va revenir sur Picnic. On a pris un tout petit peu plus de temps que d'habitude pour parler du parcours de l'invité, mais je pense que tout le monde aura apprécié parce que c'est assez unique d'avoir une expérience comme celle-là qui mélange effectivement des notions privées, perso et pro, mais qui explique beaucoup de choses. Donc merci vraiment de nous avoir partagé tout ça. On va prendre un peu de hauteur et parler du marché. Alors en France, le marché des courses alimentaires, de la livraison. Qui dit marché dit offre et demande. Parfois régulation. Quand on évoque le quick commerce, la notion de régulation est très forte aussi parce qu'il a été sévèrement régulé. Bref, comment toi, avec le poste d'observation qu'elle tient aujourd'hui, tu analyses ce marché entre l'offre et la demande ? Bon, déjà, ce qui est assez intéressant pour le marché, et si je le compare avec le marché des Pays-Bas et de l'Allemagne, c'est déjà que y a le drive est né en France il y a une vingtaine d'années. Il n'existe pas du tout aux Pays-Bas, très peu en Allemagne. Et résultat, les gens sont assez habitués. Quand je parle du marché, je parle des courses alimentaires. Ouais. Donc, les Français sont assez habitués, même avant le Covid, en fait, à faire leurs courses en ligne. Et donc, souvent, c'est pour se faire livrer. Pour aller au drive. Parfois, c'est pour se faire livrer. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que nous, quand on arrive quelque part, les gens, la plupart du temps, ont déjà utilisé une appli, utilisé un site web pour se faire livrer, ce qui nous aide beaucoup finalement. On n'a pas besoin d'évangéliser les gens. C'est intéressant parce que tu es en train de nous dire que finalement, en Allemagne ou aux Pays-Bas, il faut évangéliser les consommateurs à utiliser une app ou un site internet pour faire des courses. Exactement, ouais. Donc en fait, quand on voit qu'il y a par exemple en France, il y a une application comme Joe qui fait qui déclare avoir entre 1,5 million et 2 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est énorme. Qui est passé derrière le micro. Ah oui, ouais, ok. C'est une boîte géniale aussi. Et finalement, c'est énorme. Et finalement, à mon avis, ils font un peu ce qu'on fait tous sur la livraison à domicile, c'est qu'on surfe sur le travail qu'ont fait Chronodrive et Leclerc et les autres depuis 20 ans. Donc on a un marché éduqué en France, oui. C'est ça ? Mature. Ouais, exactement, hyper concurrentiel. Maintenant de moins en moins, mais quand même il y a 3 ans, quand avec Picnic on est arrivé en France, je crois nous on n'était pas à Paris, mais à Paris on pourrait se faire livrer par, je sais plus si c'est 21 ou 27 enseignes différentes. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait faillite aujourd'hui, et c'était un peu le début de l'essor du e-commerce, mais c'est quand même assez fou. Parce que aussi Paris est une ville avec une densité de population au kilomètre carré qui est une des plus élevées d'Europe, pour pas dire la plus élevée d'Europe. C'est vrai que c'est 5 fois plus dense que Amsterdam, qui est déjà assez dense en fait quand on y pense. Donc c'est vrai que c'est ça, donc hyper concurrentiel, avec en tout cas si je pense au drive, enfin les courses en ligne plus que la livraison, avec un acteur qui c'est même plus domine, mais domine de la tête et des épaules le marché avec Leclerc. Donc aussi bien sur les hyper, mais surtout sur les drives où ils ont plus de 50% des parts de marché. Et donc ça finalement c'est très différent encore une fois des Pays-Bas ou de l'Allemagne, où c'est finalement plus oligopolistique, beaucoup moins éclaté comme marché, et là où il n'y a pas non plus un acteur qui domine autant. Les consommateurs en France, comment tu décrirais aujourd'hui dans le contexte actuel ? Parce que le marché de la course alimentaire, il a quand même subi des transformations énormes depuis 2020. Ouais. Déjà avant, c'était quand même un marché qui était toujours actif, mais enfin là, avec le Covid dans un premier temps, puis l'arrivée du quick commerce dans la foulée de la fin du Covid, ouais. Puis maintenant la crise de l'inflation et du pouvoir d'achat, viennent s'ajouter là-dessus les enjeux de consommation durable, locale, enfin
c'est quand même un marché qui est sévèrement secoué. Le consommateur là-dedans aujourd'hui, comment on le décrit, comment on le perçoit quand on est pique-nique? Donc déjà, peut-être on parlera de pique-nique plus tard, mais c'est en gros notre offre, c'est. Non, ce que je veux dire, quand on est pique-nique, toi, t'es chez Pique-Nique, et c'est quoi ta vision et comment tu perçois les choses? Pour parler de nos clients, nous les clients, c'est la classe moyenne dans des villes de taille moyenne. Donc en gros, on a commencé à Valenciennes. On n'a pas commencé à Lille ou dans le 6e arrondissement de Paris, on a commencé à Valenciennes. Donc en fait, c'est des familles de classe moyenne. Et en fait, on voit que ces gens-là, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on faisait des enquêtes clients, etc., ou plutôt même avant que ça soit nos clients, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez, les gens parlaient de bio, parlaient de local, etc. Et ce qu'on voit, ce qui se vend, c'est pas le bio, c'est pas le local, c'est le moins cher. Donc c'est la promo, la MDD, enfin la marque distributeur et les prix moins chers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on s'est lancé à Valenciennes, on voulait absolument des produits locaux. Donc on a trouvé une bière qui s'appelle la Valenciennoise. Et ça faisait partie de notre lancement. On était hyper fiers de ça, etc. En interne, on l'adorait. Et en fait, on en a vendu aucune. Alors qu'en fait, on vendait beaucoup de Heineken et beaucoup de Goudal parce que c'est les bières. Enfin, Goudal peut-être pas, mais en tout cas, la Heineken, c'est les bières pas chères, quoi, que tout le monde connaît. Et donc nous, ce qu'on voit, et je pense que c'est encore plus le cas depuis 2 ans et le début de l'inflation, c'est que les gens choisissent moins et survivent plus, quoi. Et ça, on le voit vraiment sur dans la composition de nos commandes. Et même si on regarde un mois normal ou même notre année, on a trois cycles différents. On a les gens, en gros, le cycle à la semaine, donc les gens commandent plus le lundi et le vendredi, donc c'est à peu près normal, hein, avant le week-end ou pour planifier la semaine. Ils commandent plus au niveau des rentrées, donc ils achètent du papier toilette pour 6 mois, etc., ou de la lessive pour 6 mois. Mais surtout, ils achètent énormément au moment du paiement des salaires. Et donc ça, c'est à peu près normal, vous n'êtes pas hyper surpris par ça. Mais en revanche, les plus gros jours pour nous, à Lens, à Dunkerque, même dans certaines parties de l'île ou de Valenciennes, c'est le lendemain de la CAF. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant... Donc, les allocations familiales. Ouais. Donc c'est le 6, elles sont payées le 5. Et donc le 6 du mois, c'est notre plus gros jour du mois dans ces zones-là. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'en fait, on voit que dans certains endroits ou dans certaines villes, donc même dans les villes donc on a des banlieues très riches où finalement il n'y a pas d'effet salaire, des banlieues moyennement riches où il y a un effet paiement du salaire, et des endroits plus pauvres où finalement il n'y a pas d'effet salaire, il y a un effet allocation prestation sociale. Ce qui est assez hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. Ah, oui. C'est hallucinant. Est-ce que le consommateur aujourd'hui a encore une sensibilité environnementale, durable, selon toi? Ou est-ce que c'est la sensibilité au prix est tellement forte qu'il l'a mis un peu sous le boisseau? Nous, je pense qu'il faudrait demander à Paul de la Belle Vie qui livre plutôt dans Paris, et à mon avis, il n'a pas forcément la même clientèle que nous, mais nous, oui, on vend du bio, oui, on vend du local, mais honnêtement, on vend plus de la MDD ou des marques connues. Et je pense qu'on a du vegan dans notre assortiment, etc. On en vend, mais ça reste assez marginal. Et par exemple, quelque chose qui me tue et qui tue aussi autant notre business que moi, c'est de se dire que notre best-seller, donc le produit qu'on vend le plus, c'est le pack de 6 de cristalline. Ce qui n'a aucun sens. Ça coûte rien. On fait très peu de marge dessus. Ça pèse une tonne. Mais c'est le produit qu'on vend le plus. Et je sais pas si c'est le produit le plus durable. Donc, Bon, revenons sur Pique-Nique. J'ai cru comprendre au sujet. Alors déjà, pourquoi Pique-Nique? Tiens, c'est une question que je me posais en t'écoutant. Il vient d'où ce nom? Le nom, il y a 2 choses intéressantes par rapport à pique-nique. Le premier, c'est qu'un pique-nique, c'est un mot qui est assez international. C'est comme taxi, en fait, finalement, c'est un peu la même chose dans tous les pays. Donc il y avait déjà l'ambition depuis le début de ne pas rester qu'aux Pays-Bas. Ça a été créé aux Pays-Bas en 2015. Et la deuxième chose, c'est que c'était une app. Donc en fait, c'est pas un site internet, c'est que sur tablette ou smartphone. Et donc en fait, ça nous permettait d'avoir assez facilement un logo qui était carré. Donc pique-nique sur deux lignes. Et voilà.
Ok, bon, merci pour la petite histoire. Non, mais voilà. Donc rien de... Bon, ça reste un nom, hein, donc, Oui, rien d'extraordinaire. C'est mais pas c'est le nom qui fait le oui. business. C'est certainement plus l'exécution. Tu vas, je pense, confirmer cette affirmation. Le modèle de Picnic, c'est celui des tournées, non? Exactement. Donc en gros, Picnic, c'est un supermarché en ligne. Et donc on a on a un assortiment de supermarchés, donc à peu près 10 000 références, livrées au prix des hypermarchés, donc moins cher que dans un centre-ville, etc. Livrées gratuitement chez nos clients, sur un créneau de 20 minutes, attention, à J+1. Donc en gros, le deal qu'on passe avec nos clients, c'est vous allez avoir un assortiment qui est beaucoup plus large que celui du quick commerce, en gros un assortiment de drive à peu près, ou de supermarché normal, qui sera pas cher, mais pour l'avoir, vous allez devoir attendre un jour. En plus de ça, en plus d'attendre un jour, vous allez surtout n'avoir que 2 créneaux par jour. Donc en fait, vous aurez 2 créneaux tous les jours, hein, du lundi au samedi. Mais, un créneau large ou un créneau... Donc on donne des créneaux d'une heure qui sont réduits à 20 minutes le matin. Donc en fait, on vous propose 2 créneaux d'une heure. Tu sais que tu es livré, tu choisis le créneau de 10 à 11 par exemple. Ouais. Et à 9h, on va te dire, tu vas être livré entre 10h et 10h20. Ouais, exactement. Donc pour le moment, on livre que l'après-midi, mais en gros, à 8h du matin, on vous dit, avant, c'était entre 15h et 16h, maintenant, c'est 15h23 et 15h43. Donc parce que vous planifiez, en fait, les tournées. Oui, donc ça, c'est une des grosses forces de Picnic, en fait, c'est de se dire que je rembobine un peu. En fait, la plupart des acteurs qui font de la livraison, c'est des livraisons sur le modèle du taxi. Donc, par exemple, si vous commandez des sushis, vous êtes livré aujourd'hui chez vous. Si votre voisin commande des sushis chez le même client, le même restaurant 15 minutes plus tard, ça sera un autre livreur qui va aller les livrer. Nous, donc, on fait un modèle sous forme de bus. Donc, en gros, on dit, on réinvente un peu la tournée du laitier. On vous dit quand est-ce qu'on passe. Et vous pouvez, et donc ça nous permet en fait de mutualiser les coûts de livraison. Et donc, même si elle n'est pas gratuite pour nous, en fait, on mutualise tellement que ça nous permet de proposer quel que soit le montant d'achat à partir de 40 €. Mais en gros, elle est toujours gratuite. C'est ça, c'est 40 €, c'est le seuil à partir duquel la livraison est gratuite. C'est exactement. Dans un souci de rentabilité des tournées. Exactement. Et donc ça nous permet en France d'avoir à peu près 12 clients, en moyenne 12 clients par tournée. Aux Pays-Bas, ils en ont 15. Je parlais tout à l'heure des packs d'eau, c'est principalement à cause de ça. Donc en fait, on a nos voiturettes électriques qui sont pas pleines de packs d'eau, mais dans lesquelles il y a des packs d'eau, alors qu'aux Pays-Bas, ils boivent l'eau du robinet, donc ils gagnent Ils boivent pas d'eau, on est bien d'accord. T'allais le dire, ils boivent pas d'eau. Ils boivent plus d'eau, mais donc eux, donc on a 3 clients de moins par tournée. Et le but, c'est de monter à 15, c'est ça? Bien sûr, ouais, en augmentant la densité de nos tournées, en poussant nos clients à acheter moins d'eau, pourquoi pas acheter des filtres. On est en train de voir comment pousser moins d'eau, ça veut dire tu limites, tu as le droit à un pack d'eau par livraison, par exemple? Oui, exactement. Donc en fait, quand on s'est lancé à Valenciennes, on n'avait pas de limite, parce que pas de limite sur l'eau. Et on s'est rendu compte que parfois nos voiturettes électriques partaient, mais avec que de l'eau. Donc on vendait pour 40 € d'eau au lieu d'avoir des tournées qui nous rapportent plus de 1 000 € de produits, quoi. Donc après, on a limité à 6 packs, puis 4, puis 2, et en septembre, on a limité à 1. Ok. Et même si tu payes, tu peux pas en avoir plus. On peut jamais payer. Voilà. Comment s'organise la chaîne logistique? Vous avez des entrepôts qui sont situés où et quelle taille ils font? Pour avoir 10 000 références, quand on n'est pas un Carrefour Market, on a besoin de moins de mètres carrés linéaires. Ouais. Comment ça s'organise concrètement? C'est quoi la stratégie de déploiement? Tu parlais de ville moyenne. Là, vous arrivez en région parisienne. Voilà, explique-nous, c'est un entrepôt, comment ça marche, quoi? Alors, on a 2 types d'entrepôts. On a nos centres de préparation de commandes et on a nos hubs de livraison. Donc en fait, le centre de préparation de commandes, il y en a un par région. Donc on en a un dans le nord, un en région parisienne. Et donc c'est là où on se fait livrer par nos fournisseurs. Je reviendrai là-dessus après. Et donc nos clients font leurs courses aujourd'hui avant 23h.
et nous on les livre demain à partir de 14h. Donc en fait, les courses vont être préparées demain matin, entre 6h et 10h du matin, dans notre centre de préparation de commandes. Ensuite elles vont être donc vraiment littéralement préparées, donc dans des sacs qui vont dans des boîtes, qui vont dans des racks, et qui vont être mis dans des voiturettes électriques une fois qu'ils arriveront au hub. Donc en fait, toutes ces courses déjà préparées sont mises dans des semi-remorques, acheminées par navette en fait, entre le centre de préparation de commandes et notre hub, par exemple de Valenciennes. Et là-bas, on vide le camion de ces racks et on met ces racks dans les voiturettes électriques. D'accord. Donc il n'y a aucune préparation logistique dans le hub de livraison. Aujourd'hui, oui, c'est un dispatcher de commande. Hein. Ouais. C'est juste qu'on vide un camion et on recharge une voiturette. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de surface. Non. Donc par rapport donc les deux types d'entrepôts, il y a le centre de préparation de commande qui fait à peu près 20 000 m². Ah, quand même. Donc ça reste assez gros parce qu'on a les 3 zones de température, et du stock. Ouais, on a peu de stock, mais on en a. Et surtout, on prépare quand même beaucoup de commandes. On a beaucoup de monde qui travaille là-bas. En France, on prépare dans celui du Nord entre 3 et 4 000 commandes par jour. Aux Pays-Bas, c'est jusqu'à 10-15 000. Même plus d'ailleurs dans certains entrepôts. Donc en fait, on a quand même besoin de pas mal de place. Et ensuite, dans les hubs de livraison, c'est des entrepôts périurbains entre 1000 et 1500 m². Et quand je dis périurbain, en fait, c'est parce que ce qui est assez intéressant par rapport à la stratégie de Picnic, c'est qu'on n'a pas, comme on livre en véhicule électrique, enfin en voiture en fait, en voiturette, et qu'on a 15 heures pour préparer la livraison, on n'est pas obligé d'être dans le centre-ville. Et surtout pas d'ailleurs parce que ça coûte trop cher. Donc en fait, on peut se mettre dans une zone industrielle, on a un rayon d'à peu près 10 km. Ouais. Et donc en fait, on peut se mettre on peut se mettre à 10 km de nos clients. On n'est pas obligé du tout d'être comme la zone de chalandise est finalement assez large. Et donc dans une ville comme Valenciennes, on peut avoir un seul entrepôt qui fait toute Valenciennes et sa banlieue de la même manière, avec à partir de notre entrepôt de Moissy-Cramayel, on peut aller jusqu'à Melun qui est à 12 km pour le coup. Quand on arrive en région parisienne, est-ce qu'on repense un peu son plan de déploiement de façon différente ? Oui, mais tout à l'heure on parlera de marketing et d'acquisition. Pour le coup, il y a une différence fondamentale entre la région parisienne et des villes de taille moyenne, même Lille d'ailleurs dans le Nord, c'est que dans le Nord, c'est des villes qui sont isolées les unes des autres, et donc finalement il y a un bouche à oreille. Les gens qui sont à Valenciennes vont peut-être travailler à Lille ou à Douai ou à Lens, mais finalement il y a une vraie identité à Valenciennes. Quand on arrive à Sucy-en-Brie en région parisienne, et c'est quoi la différence entre Sucy-en-Brie et Ponto-Combo et Créteil ? En fait, finalement, c'est que des villes qui se touchent les unes les autres. Et donc, il y a beaucoup moins de... C'est pas un ensemble séparé des autres, en fait. Il y a beaucoup plus de continuité entre toutes ces villes-là. Bien sûr, il y a une frontière, mais les gens la voient pas vraiment comme une frontière. Ouais. Et donc, pour nous, pour venir et se faire connaître en Ile-de-France, c'est beaucoup plus complexe que pour se faire connaître à Dunkerque. On va revenir, comme tu le disais, sur ces aspects de notoriété, d'acquisition. Ouais. La question que je te posais portait réellement sur les opérations et la façon dont on organise les choses. Pourquoi je te posais la question ? Parce que il y a une densité au kilomètre carré qui est plus forte. Est-ce qu'il y a des contraintes de mobilité, d'embouteillage, de réseau qui ne sont pas les mêmes ? Comment on appréhende l'arrivée en région parisienne ? Peut-être de la même façon que celle du nord de la France. Hein. Je sais, c'est une question... Donc, il faut se souvenir que Picnic, c'est une boîte tech. Donc c'est vrai qu'on a un supermarché en ligne, mais avant tout, on est une boîte tech. On a 300 développeurs aux Pays-Bas. On a 300 analystes aussi qui travaillent et qui analysent en fait, les développeurs designent toutes nos applis, donc aussi bien l'appli client que tu as pu utiliser, ou celle qu'utilisent nos livreurs, celle qu'utilisent les gens dans les entrepôts, etc. Tout ça, c'est développé en interne, ce qui nous permet d'avoir une agilité qui est assez folle. Et ensuite, on a des analystes qui analysent les performances de tout ce qu'on fait. Donc par exemple, sur la tournée de livraison, on a donc en fait, si on regarde une tournée de livraison d'une douzaine de personnes, on a le temps entre l'entrepôt et le premier client, puis le temps chez le premier client, puis le temps de conduite entre premier et deuxième, etc. Et en fait, comme tout ça c'est fait par Picnic, et donc on a toutes ces données-là, on sait très bien qu'entre chez toi et chez moi,
Déjà, pour aller de l'entrepôt à chez toi, le mercredi, ça va prendre tant de temps. Ou le jeudi après-midi, à 16h, ça va être embouteillé. Donc en fait, on va donner plus ou moins de temps à ce moment-là. Chez toi, on sait que la dernière fois, ça a pris 4 minutes, mais t'avais que 3 caisses. Là, la prochaine fois, t'as 4 caisses. Peut-être que ça va mettre 3 minutes 30, tu vois. Après, pour aller chez toi, chez moi, c'est plus embouteillé à tel moment, etc. Donc en fait, toutes ces choses-là, on a des algorithmes avec auto-apprenants, en fait, qui permettent d'optimiser tout ce qu'on fait. Et donc, pour revenir à ta question, en fait, c'est quoi la différence entre un Berlin, un Hambourg, un Amsterdam, un Lille, un Dunkerque et un Paris? Au fond, sur la livraison, on se donne plutôt beaucoup de temps au début pour être à l'heure. Et ensuite, les algorithmes auto-apprenants vont nous permettre de réduire, pas pour être toujours le plus rapide possible, mais pour être à l'heure. Ouais, d'être plus efficace. Exactement. Comment se passe l'approvisionnement? Est-ce que vous avez une centrale d'achat? Est-ce qu'il y en a une par pays? Est-ce que ça fonctionne de la même façon qu'une grande chaîne de magasins? Tu citais Leclerc, on aurait pu citer Auchan, Carrefour, etc. Donc quand on s'est lancé en France, on a fait un partenariat avec Cora, qui était, donc ça c'était pendant les 2 premières années de nos opérations. Cora qui était présent dans le nord de la France. Ouais, exactement, le nord et l'est. Et à partir de l'année dernière, en fait, de janvier de 2023, on a changé, on est passé par Système U. Donc aujourd'hui, notre centrale d'achat, c'est la centrale de Système U. Et donc ça, c'est pour à peu près 80-90% de notre assortiment. Donc par exemple, dans l'assortiment pique-nique, et donc, il y a Système U. Ensuite, on a des produits qui sont pique-nique. Donc on a une marque distributeur pique-nique avec plusieurs centaines de produits. Et ensuite, on a des produits locaux. Donc je parlais tout à l'heure de la bière de Valenciennes, mais c'est pareil, on a des bières dans le Nord, on a des fromages, donc on a aussi des produits locaux. Okay. Et donc si on prend, je sais pas moi, des pâtes, on va avoir des pâtes Panzani, Barilla, des pâtes de la MDD de Système U et des pâtes de la MDD de Picnic. Ok, donc ça veut dire que quand on vient faire ses courses chez Picnic, globalement, c'est comme si on allait dans un Super U pour l'assortiment. À peu près, oui. C'est assez similaire. C'est assez similaire. Et donc, pour revenir à ta question, donc ça c'est sur la France, et on est complètement indépendant sur nos achats. Donc notre stratégie d'offre, notre stratégie de pricing, etc. est complètement décorrélée à celle des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et la négociation, pareil, avec les fournisseurs se fait à partir de la France, avec nos acheteurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc en France, on a Système U qui fait à peu près 80% de notre assortiment. Aux Pays-Bas, ça fait 8 ans qu'on est ouvert. Maintenant, il n'y a plus de centrale d'achat, il n'y a plus de Système U. Maintenant, on achète tout directement par les marques. Donc, on achète le Coca chez Coca, le Pepsi chez Pepsi. Donc, vous avez votre équipe d'acheteurs, Oui, exactement. On a nos acheteurs directement. En Allemagne, on a un partenariat, pareil, avec la centrale de Edeka, qui est le plus gros supermarché allemand. Et Edeka est aussi au board de Picnic et actionnaire chez Picnic. D'accord. Donc là, merci pour le côté approvisionnement. Concernant le staff, les livreurs, ce sont vos employés, comment ça fonctionne? Oui, donc... Tu comprends le sens de ma question. Je comprends très bien, c'est une très bonne question et tu vois que j'ai le sourire, oui. parce que pour le coup ma réponse est bonne. On n'a pas du tout de livreurs auto-entrepreneurs. Tous nos livreurs sont soit en intérim, de long terme en fait, c'est juste, soit en CDI, soit en temps plein, soit à temps partiel. Et en fait, pourquoi il y en a qui sont en intérim? Il y a des étudiants qui veulent faire 10-15 heures chez nous et qui finalement veulent pas un contrat CDI. Et donc en fait, on a une partie de notre équipe qui est en CDI, le reste qui est en intérim. Et pourquoi en fait on n'a aucun auto-entrepreneur? Donc contrairement à des plateformes, à d'autres plateformes ou certains de nos concurrents, c'est que en fait Picnic c'est un supermarché en ligne, donc on ne rencontre jamais nos clients. La seule personne qui rencontre nos clients, c'est nos livreurs. Et si on veut si on veut être le laitier moderne, qui est sympa, qui est agréable, qui monte les courses jusqu'au frigidaire s'il le faut, parce qu'on livre pas en bas de l'immeuble, mais on livre en haut, enfin jusqu'à la porte. Il faut des gens qui font partie de l'équipe, qui savent que s'ils travaillent bien, ils vont être promus. Par exemple, aujourd'hui, on a 15 entrepôts, donc 15 hubs de livraison. Sur les 15 responsables d'entrepôts, il y en a 12 qui étaient livreurs chez nous avant. Et donc en fait ils savent que s'ils travaillent bien ils vont être promus, c'est un peu la ruée vers l'or. Et peut-être un petit détail pour montrer que la relation avec nos clients est très importante et assez différente chez Picnic, c'est qu'il y a 50% de femmes dans nos livreurs, il y a 50% de livreuses.
Ah oui, ça c'est assez unique. Et ça fait partie aussi de notre stratégie, de se dire on fait les choses différemment et c'est une livraison qui va être faite, livraison gratuite à l'heure et avec le sourire, avec des livreurs que vous n'aurez pas l'habitude d'avoir. Combien il y a de personnes aujourd'hui chez Picnic en France ? En France, on est environ 900, donc à peu près 800 dans les opérations. Donc je dirais à peu près 400 préparateurs de commandes et 400 livreurs. Ouais. Et ensuite, on a des chefs d'équipe et ensuite, on a le siège. Aux Pays-Bas, c'est 6000. Donc c'est 6000 préparateurs de commandes, 6000 livreurs. Et en Allemagne, c'est environ 4000. C'est quoi la suite du déploiement de Picnic en France ? Et donne-nous des chiffres sur 2023. Globalement, il y a eu quoi comme chiffre d'affaires, comme nombre de commandes, juste pour qu'on voit un peu où vous en étiez à la fin 2023 et là où vous voulez aller. Oui. Donc, pour résumer un peu, donc on est dans le nord et en grande couronne parisienne. On a à peu près donc on a 15 entrepôts aujourd'hui, 7 dans le nord et 8 en région parisienne. Ce qu'on a fait l'année dernière, en fait, c'était on a continué l'expansion dans le nord de la France. Donc là, on est dans toutes les villes dans lesquelles on veut être. Donc c'est les grandes villes. Donc j'ai parlé de Lens, Valenciennes, Dunkerque, etc. Lille. Et dans le nord, on a fini notre expansion. Le but maintenant, c'est de continuer de croître dans ces endroits-là, mais pas forcément d'aller dans des nouvelles villes. En région parisienne, on ne couvre que l'est parisien. Ouais, que l'est. Donc en gros, autour de Créteil, en gros de Marne-la-Vallée à Créteil, donc le sud-est parisien. En grande couronne. On n'est pas encore dans la petite couronne ou très peu. Le but maintenant, c'est de continuer à se développer en Île-de-France et donc surtout dans l'Est et dans le Sud, et à moyen terme plutôt, pourquoi pas dans Paris et dans l'Ouest et dans le Nord. D'accord, donc il y a une volonté d'entourer quelque part la capitale, voire d'y rentrer. Oui. Et tu parlais tout à l'heure des contraintes sur la logistique, sur les embouteillages, etc. C'est des choses qu'on est en train de regarder, mais quand on est à Créteil, à Sucy-en-Brie, etc., où c'est vraiment très très embouteillé, il y a certaines parties du 93 aussi qui sont très embouteillées. On apprend finalement, même sans être à Paris, on a les conditions du réel. L'année dernière, c'était combien de commandes ? Donc, on compte pas à l'année, on compte plutôt à la semaine. On a commencé l'année avec à peu près 7000 commandes par semaine. Et on a fini l'année avec à peu près 20 000. 20 000 par semaine ? Ouais, exactement. Donc on est à un peu moins de 100 000 par mois ? Ouais, exactement. Et donc c'est un peu moins de 2 millions de CA par semaine. Ah oui, quand même. Ouais. Donc l'année dernière, on a fait 50 millions de CA, à peu près, enfin de chiffre d'affaires. Cette année, on est sur un run rate entre 80 et 100. Et le but, c'est de... Bon, déjà, de toute façon, de continuer à grossir, etc. Mais le plus important pour nous, c'est de montrer qu'on peut être rentable dans le Nord, pas encore en Île-de-France, parce qu'on continue l'expansion qui est trop rapide, etc. Mais dans le Nord, le but, c'est d'être rentable sur les opérations du Nord d'ici la fin de l'année. D'accord. Une fois que j'ai dit ça, je peux revenir sur le dernier trimestre de 2023. En novembre et décembre, aux Pays-Bas, sur l'ensemble de nos opérations, on était dans le vert, donc on était rentable. Et en Allemagne, on a fait beaucoup d'expansions dans des nouvelles régions, donc Hambourg, Berlin, etc. Si on enlève ces nouvelles régions, donc qu'on regarde que la région historique, donc la région de Düsseldorf, on était rentable aussi en fin d'année. D'accord, donc il y a une rentabilité qui est en train d'arriver. Carrément. Oui. Il y a un déploiement en France qui se veut quand même relativement, contrôlé en fait. Oui. Il n'y a pas un investissement démesuré, on fait les choses étape par étape. Oui. Entourer Paris, c'est l'ambition, c'est d'y arriver dans combien de temps ? 1, 2, 3, 4 ans ? Non, d'ici la fin de l'année prochaine, d'avoir fini l'Île-de-France et de commencer à se développer dans d'autres villes. Mais ce que tu disais est assez juste, en fait. Quand on regarde les plans d'expansion sur l'Allemagne, aujourd'hui, c'est d'ouvrir entre 40 et 50 hubs cette année. Donc 40 et 50 entrepôts, nouvelles villes, ce qui est énorme, en fait, déjà en termes d'investissement, etc. En France, le but, cette année, c'est d'en ouvrir entre 4 et 10. D'accord. Pourquoi cette différence ? En fait, c'est parce qu'en France, on est sur la route de la rentabilité, mais on n'y est pas encore. En Allemagne, en gros, ils ont montré qu'ils pouvaient faire tourner marcher le modèle. Et chaque nouvelle commande ramène de la rentabilité, nous rapproche de cette rentabilité parce que ça nous donne de l'échelle, ça nous permet d'avoir plus de volume et donc de faire des économies d'échelle. En France, on n'a pas encore montré ça. Et cette année, on est en train de se développer justement et si on arrive à faire ça dans le Nord,
là où les prix sont plus bas qu'en région parisienne, finalement, on pourra le faire partout. Oui, mais alors les coûts d'opération en région parisienne sont pas plus élevés que dans le Nord? Assez peu en fait. Assez peu? Ouais, assez peu, parce qu'en fait, finalement, les salaires sont les mêmes dans le Nord. En fait, je dirais que 90% de nos coûts sont soit des coûts d'achat des produits, qui sont finalement des accords nationaux, soit les coûts de nos préparateurs de commandes et de nos livreurs, qui sont les mêmes salaires dans tous les endroits. Et le foncier, ça joue pas tellement? Non, ça joue assez peu. Donc c'est vrai que par exemple notre entrepôt de Valenciennes est à 35 000 euros par an, ce qui est vraiment pas grand-chose, alors que ceux d'Île-de-France sont entre 100 et 200 000, par an, et donc ça semble être une énorme... Et rapporté au nombre de commandes, ouais, mais en fait, par exemple, nos entrepôts de Lille font 15 millions par mois. 15 millions de CA par an, pardon. Et donc finalement, la différence de 100 000 euros entre le plus cher et le moins cher, ça change rien. Ok, intéressant. Ouais. Intéressant. Et je pense que c'est pour le coup c'était pas forcément le cas sur les coûts de commerçants qui se mettaient rue de la Boétie ou sur les Champs-Élysées et qui finalement avaient des coûts de loyer qui devaient être phénoménaux. Ouais. Phénoménaux, et c'est pas du tout le cas pour nous, parce qu'en fait, même si on livre à Paris, on sera jamais sur l'île de la Cité, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a un rayon à partir de une zone de chalandise qui est d'environ 10 km. Donc en fait, on pourrait faire l'ensemble de Paris, à part peut-être l'île de la Cité, enfin vraiment les bords de Seine, mais on pourrait les faire depuis la banlieue. Depuis la banlieue. La petite couronne. Ouais, c'est ce qu'on, si on se lance dans Paris, ça sera comme ça qu'on va commencer. Tu as commencé à l'évoquer justement au sujet de Paris tout à l'heure, l'acquisition. Le consommateur francilien est-il différent de celui du Nord? Comment on fait pour le convaincre et se faire connaître? Il y a aussi un sujet de notoriété. Oui, exactement. Donc il y a un vrai sujet de notoriété. Il y a une des choses qui est intéressante chez Picnic, c'est qu'on a très peu de churn. Donc en gros, quand nos clients ont fait 5 commandes, ils restent. Et donc en fait, on perd assez peu de clients. Et donc le but, et ce qu'on met vraiment, c'est l'accent sur la qualité de service. Donc quand les gens commandent quelque chose, on leur livre ce qu'ils ont commandé. Quand ils ont commandé des carottes et des poires, c'est des carottes et des poires qui sont frais, fraîches plutôt, qui sont des légumes de qualité, avec des livreurs ou des livreuses qui ont le sourire et qui sont sympas. Et donc en fait, le but, c'est d'investir dans la qualité de service pour pas avoir à investir dans le marketing. Et donc ça, en fait, finalement, c'est la même logique dans les 3 pays, en Ile-de-France et dans le Nord, et c'est vraiment ce qu'on fait avec nos clients actuels. Donc ça, c'est une fois qu'on les a déjà. En termes d'acquisition, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup plus dur d'appréhender ou de se faire connaître dans l'Île-de-France, parce qu'il y a plus d'acteurs qui font de la pub, il y a plus d'acteurs qui font de la livraison. Quand on arrive il y a un environnement concurrentiel qui est plus fort. Quand on arrive à Valenciennes, finalement, on est presque tout seul. Quand on arrive à Aubervilliers, il y a plus de monde. Donc ça c'est vrai, c'est plus dur de se faire connaître, mais finalement on est au tout début de l'aventure. Le bouche à oreille marche beaucoup, et Picnic a quand même une bonne réputation. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 2 acteurs qui avaient une bonne réputation, qui l'ont perdue, soit parce que on parlait tout à l'heure des contrats sur les livreurs, etc., ou du manque de contrats. Nous, finalement, il y a assez peu de cadavres à cacher, et donc Picnic a une bonne image, et on essaye de continuer à surfer là-dessus. L'acquisition se fait par les moyens traditionnels de paid digital, mais est-ce que c'est aussi, je sais pas, de l'affichage? On fait surtout du traditionnel, en gros Meta, Google, avec des pubs comme ça. Oui. Et on a essayé un peu l'affichage, on continue de le faire sur les choses qui sont scalables. Aujourd'hui, on est dans 300 villes, et on a une petite équipe marketing, ils sont 2, et donc finalement tout ce qu'on fait sont des choses qu'on peut répliquer très facilement, mais on essaye de réinventer la roue au minimum, d'éviter de réinventer la roue. Tu parlais justement des prix des produits. Quand on achète chez Super U et qu'on est livré dans ces entrepôts à Valenciennes ou à Sucy-en-Brie, est-ce que ce sont les mêmes prix d'achat? Ouais. Et est-ce que tu adaptes le pricing des prix en fonction des consommateurs? Oui, donc on a les mêmes prix d'achat pour l'ensemble de la France. Donc les pâtes Barilla sont achetées au même prix pour Dunkerque, Lille et l'Île-de-France. En revanche, nos prix de vente, on a des prix qui sont régionaux. Donc on a un prix pour le Nord, un prix pour l'Île-de-France.
Aux Pays-Bas, on a beaucoup plus de price line, donc en gros de prix différents. Mais en France, on n'a pas encore assez de monde dans notre équipe pricing pour avoir cette sensibilité-là. Mais ce qui est vrai, c'est que par exemple dans les banlieues riches de Lille, on a les mêmes prix qu'à Denain, qui est une des villes les plus pauvres de France, qui est une banlieue de Valenciennes. Et ça, c'est, je pense, une des limites de notre pricing, parce que finalement, ça devient un très bon plan pour les gens dans la banlieue riche de Lille, mais ça reste cher pour les gens qui vivent à Denain. Demain, quand on se développera... Mais à Paris, tes prix sont plus chers qu'à Lille. Oui, en Ile-de-France, ils sont plus chers que... Donc vous augmentez vos marges en Ile-de-France. Exactement. En fait, oui. Donc tout à l'heure, je disais que si on arrive à faire marcher le modèle dans le Nord, on pourra le faire marcher partout. C'est parce que le Nord est une des régions, peut-être avec l'Est, où les prix seront les plus bas. Donc en fait, notre top line dans le Nord est plus basse que notre top line à Paris, avec des coûts d'exploitation qui sont assez similaires. Donc le but, vraiment, là, c'est de serrer la vis et de trouver comment faire marcher Picnic dans le Nord, et si on le fait, on pourra accélérer l'expansion partout en France. Concernant la relation que vous avez avec vos consommateurs, tu l'as évoqué, finalement, le livreur ou la livreuse, c'est le seul point de contact physique qu'il y a avec l'entreprise. Il y en a d'autres. Comment vous faites ? Vous avez un discours, une ligne éditoriale, vous racontez quelque chose ou pas ? On raconte l'histoire par les mails qu'on envoie, par l'application, avec par exemple, il y a deux tiers de nos familles, enfin de nos clients qui sont des familles. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est attirer les familles. Donc toute notre charte graphique, c'est des petits bonshommes en dessin animé, etc. Donc on parle à des enfants, on parle à des familles. Et donc ça, c'est assez clair dans tout ce qu'on fait. Nos promos, c'est des promos pour acheter des packs famille, etc. Et c'est vraiment très très axé famille. Et donc c'est ça qu'on veut faire. Et j'ai raté la deuxième chose que je voulais dire, mais ouais, ça te reviendra. Donc en fait, reviendra. Vous avez une approche qui est très pragmatique, même dans la relation client. Ouais. Ah non, et ce que je voulais dire, pardon, c'est au niveau du service après-vente, on a une approche un peu à Amazon, en disant vous avez eu un problème, dites-le nous dans l'application directement. Genre, je me suis fait livrer des bananes, elles étaient abîmées. Qu'est-ce que vous voulez ? Sans parler à un conseiller, c'est juste en cliquant. Est-ce que vous voulez vous faire juste nous le signaler, vous faire relivrer, enfin en gros, est-ce que vous voulez qu'on vous les remette dans votre panier pour la prochaine fois ou rembourser ? Et en fait, pour la plupart des plaintes, on parle même pas à un conseiller, on se fait rembourser ou on récupère le même produit gratuitement. Et ça, je pense que ça change aussi beaucoup la relation client entre le Picnic et le client, en fait, de se dire le client est roi. Les gens veulent se dire ils font leurs courses en ligne parce que c'est pratique, mais finalement, s'ils doivent faire une plainte en ligne pour récupérer 1,50€ pour les bananes qu'ils ont achetées, ça vaut plus le coup. Et donc vraiment, on essaye de faciliter. On fait le maximum pour avoir une bonne qualité de service, mais parfois, ça va mal se passer. Et dans ces cas-là, tout l'enjeu pour nous, c'est de gérer la crise de la meilleure façon possible. D'ailleurs, le service client, il est basé en France. Bien sûr. Il est opéré par vous. Il est dans le 10e arrondissement avec. Je suis assis à côté. Il y a beaucoup de monde. Ils sont une quinzaine et on grossit. On recrute énormément d'ailleurs, mais oui, on va arriver à 20 à peu près. Et le but, c'est d'être ouvert 7 jours sur 7 tout le temps pour que s'il y a une plainte, on puisse répondre. Ouais. Et pour conclure, est-ce qu'on peut affirmer que finalement, Picnic, au travers des Pays-Bas principalement, est finalement un groupe à l'échelle et que c'est un support très confortable pour ouvrir un nouveau pays comme la France, même si ça fait déjà 3 ans, mais continuer son expansion parce que les systèmes sont déjà à l'échelle. Carrément, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, mon travail, et je pense que ceux de la plupart de mes collègues, c'est de se dire, d'éviter au maximum de réinventer la roue. Donc en fait, de se dire, j'ai un problème, est-ce que c'est le même problème qu'aux Pays-Bas ? Si c'est le même problème qu'aux Pays-Bas, finalement, il y a forcément une solution qui existe, et donc la mettre en œuvre demain ou aujourd'hui, ne pas attendre. Et en revanche, si c'est la première fois que ça arrive, donc par exemple les packs d'eau, pour le coup, demander aux analystes, soit aux Pays-Bas, soit en France, de réfléchir avec moi sur le sujet pour résoudre le problème qui est spécifique à la France. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que les 800-900 personnes qui sont au siège des Pays-Bas sont au service des autres pays et développent, sont un espèce de laboratoire qui innove tout le temps, et nous, on voit ce qu'on met en place
un peu au jour le jour. Bah écoute, merci Grégoire pour ce mot de la fin en quelque sorte. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura évoqué à peu près tout. Je pense que oui. C'est un épisode qui est riche par l'expérience de mon invité Grégoire, riche par l'aventure pique-nique qu'il développe en France. Merci à tous les auditeurs, à tous vos messages et au soutien que vous pouvez apporter. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour son support également, pour le podcast les Digital Doers. Si on veut on veut te contacter Grégoire, le mieux c'est LinkedIn. Oui, LinkedIn. Bon. C'est mon nom, Grégoire Borgels. Voilà. Merci pour tout Grégoire et puis je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.